tous pour cette brève présentation. Je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que vous pouvez gérer vos données. Il y a différentes étapes dans la gestion des données. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le après, donc une notion de l'archivage. Ça, il faut savoir qu'on doit le faire pour des raisons souvent légales, c'est-à-dire qu'on est liable par rapport aux conséquences de ce qui s'est passé lors d'une étude, et du coup, des personnes sont amènes de pouvoir réclamer, et puis la justice de pouvoir accéder à certaines informations pour pouvoir voir ce qui a eu lieu. Et du coup, souvent, on demande de pouvoir archiver et puis de garder les données. Et dans le protocole, c'est important de pouvoir spécifier où ces données sont stockées, qui y a accès et ce qu'ils vont devenir. Donc, une des pages où vous avez ces explications, c'est le Data Management Plan, DMP, Guidelines, au niveau du Fonds national. Si vous allez dans un moteur de recherche Google, puis vous mettez Data Management Plan, Guidelines, FNS, vous allez directement tomber dessus. Et il vous donne quelques petites précisions sur qu'est-ce qu'on entend par la gestion des données. Ça vous permet aussi d'avoir un template qui vous montre, donc c'est l'exemple provided by the Digital Curation Center, qui lui va vous donner vraiment un petit peu quel type d'informations sont nécessaires dans ce plan. Il y a différents types, il y a aussi des checklists avec le principe fait, qui est un des principes très répandus maintenant sur l'utilisation des données, que je vous laisserai regarder avec les exemples. Et après, il y a vraiment des répertoires où on peut déposer nos informations. Donc là, je vais y revenir un petit peu, parce que c'est là où on va avoir deux différentes solutions qui peuvent être présentées. Il y en a trois, mais la troisième, je la déconseille vivement. Donc, admettons qu'on a fini notre étude, on a donc un log qui va permettre de pouvoir suivre nos participants, de telle manière qu'on a des numéros de téléphone pour fixer les rendez-vous et ainsi de suite. Après, on a une base de données, souvent avec des données brutes collectées, qui sont codées. Souvent, ces données-là qui ont été collectées ont été rendues anonymes, donc on a anonymisé cette base de données, de telle sorte à ce que ce soit codé, et puis que tout contenu qui permettrait d'identifier la personne a été supprimé. Et ça constitue vraiment le corps après de notre analyse. On a souvent aussi des formulaires, le protocole, plein de documents qui ont été utilisés lors de l'étude, qu'éventuellement on peut vouloir archiver ou rendre plus ou moins accessibles à différentes personnes pour voir la rigueur de notre travail et puis le sérieux de ce qu'on a fait. Il y a le plan statistique, éventuellement le fichier d'exécution statistique, ou ainsi de suite. Donc tous ces documents-là, on va parler ça, et puis jamais on le mettre sous le nom de archive. Vous vous rendez compte que d'un coup, le log, avec le numéro de téléphone des participants, leur nom et ainsi de suite, est un document qui est hautement confidentiel, et puis du coup, on ne va pas pouvoir le mettre sur un répertoire public ou un endroit où n'importe qui peut pouvoir y accéder. La base de données qui est anonyme, peut-être c'est quelque chose d'autre. Une fois qu'on se dit, voilà, j'ai collecté ces informations, si dans le futur je veux faire une méta-analyse, ou je veux que quelqu'un puisse faire une méta-analyse, ou faire une analyse secondaire, ces données collectées publiquement, j'ai envie de les rendre publiques. Très noble, c'est très tendance actuelle. Si on le fait, il faut évidemment demander l'accord des participants en disant que les informations qui ont été collectées vont être rendues publiques. Alors, maintenant qu'on voit cette diversité, admettons que vous rendez les choses publiques, mais du coup, vous le notez dans votre travail, quelqu'un vous demande dans l'avenir, votre adresse email change, vous déménagez, vous êtes à un autre endroit, comment conserver la traçabilité de ces informations ? Pour des raisons légales, il y a un ennui avec un patient lors du suivi, et du coup, il faut retracer au niveau de la justice chez qui est-ce qu'on va, à qui on va frapper sur la porte, où est-ce qu'on va chercher ces informations. Et du coup, on essaie de rendre transparent et relativement simple pour la personne qui lit le protocole ou qui a accès aux informations, de savoir exactement à qui il faut s'adresser, puis comment faire pour pouvoir faire ces procédures. Et c'est là où je vous recommande trois différents systèmes. Il y en a un qui est celui le plus simple qu'on a fait depuis longtemps, c'est le chercheur lui-même qui conserve les informations. À l'époque, on était sous format papier, et puis du coup, ces éléments de papier, on rangeait et on mettait dans une armoire sous clé, qui était aussi protégée contre le feu. On prenait énormément de place et on gardait ça pendant 10 ans. Aujourd'hui, les archives sont plutôt électroniques, donc on peut le faire de manière sécurisée, où on crypte les informations, puis on les garde éventuellement sur un ordinateur, plus une sauvegarde à un autre endroit, pour garantir la sauvegarde. C'est une solution qui fonctionne, la seule difficulté c'est qu'il faut trouver la personne qui les a, il faut réussir à les joindre. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas nécessairement la meilleure solution pour vous. La deuxième solution, elle est de faire un archivage au niveau institutionnel, c'est-à-dire qu'à la fin de votre étude, au moment où vous allez rendre votre travail, vous venez avec une clé USB, et puis probablement vous allez déposer ça sur un disque dur de l'école, sur un endroit spécifique, crypté, où l'accès est limité,
pour permettre l'archivage de vos données au niveau institutionnel. C'est un endroit où uniquement une personne a potentiellement accès, probablement au niveau de la bibliothèque. Et puis, la deuxième partie, la dernière partie qui est possible, c'est de pouvoir déposer ça sur un répertoire public. Il y en a des payants et des gratuits. En Suisse, on a le luxe d'avoir le CERN qui a créé un énorme répertoire qui s'appelle Zenodo. Vous pouvez accéder avec zenodo.org et qui est justement comme fonction de pouvoir déposer des documents électroniques et de les archiver. Et ça, je pense, c'est la solution que je recommande le plus, en sachant qu'après, chaque document qu'on met dessus, on peut plus ou moins définir quel est le degré d'accès qu'on puisse y avoir. Est-ce que d'un coup, c'est uniquement la personne qui l'a déposé? Est-ce que c'est uniquement les gens qui ont l'URL avec qui vous partagez? Est-ce que c'est d'un coup uniquement avec un mot de passe qu'on puisse accéder au document? Ou est-ce que c'est public? Et là, vous aurez vraiment tout plein d'instructions pour pouvoir soit créer une communauté, où c'est des éléments qui peuvent partager à plusieurs personnes, ou d'un groupe par rapport à une thématique, ou après vous allez créer comme un dossier, et là-dedans vous pouvez insérer vos documents. L'avantage de Zenodo sur d'autres répertoires, c'est que vous pouvez mettre à jour vos documents. Donc vous pouvez mettre votre protocole, si vous voulez mettre un abonnement, vous pouvez le mettre dessus, et il va avoir le même numéro d'OUI, mais avec une petite extension supplémentaire. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais mettre OsteoSurvey. Ici, donc, j'ai créé une communauté où on voit différents, mais on voit directement les documents également, où j'ai déposé par rapport à l'OsteoSurvey. Donc, par exemple, ici, il y a les questionnaires. Si je clique ici, j'ai directement après le questionnaire qui est en allemand, mais également tous les documents qui sont ici avec le questionnaire en allemand, en anglais et en français. Et le lien vers la page Zenodo, ou plutôt la communauté, sur cette communauté-là, elle est rendue disponible dans l'article, ou pour vous, ce serait dans votre travail de recherche, et du coup, les gens ils peuvent accéder après aux informations. Zenodo est une communauté et une interface web, vous pouvez très facilement lire les instructions, voir de quoi il s'agit, ou éventuellement simplement m'envoyer soit un commentaire sur cette vidéo, et puis demander des compléments d'informations, ou volontiers je vous refais une vidéo pour vous donner plus de détails. Donc, pour résumer, à l'importance d'être transparent sur le devenir de vos données et de trouver un système pour pouvoir les archiver, avec 3 systèmes, où le premier à privilégier pour moi un répertoire de type Zenodo. La deuxième solution est de pouvoir archiver au niveau d'un serveur sécurisé institutionnel, et puis le troisième est de faire un archivage personnel.